Ceci est la première des identifications. Il y en a nécessairement. Le problème est là, mais il y en a deux identités, disais-je. La première, celle de la plénitude, n'est pas la seule. Le désir se fait encore autrement, il s'exerce en se produisant en une seconde identité, celle que de fait nous sommes, celle que de fait nous découvrons être. Mais précisément, comment sommes-nous ce que nous sommes? Comment notre identité, non pas évidemment au sens psychologique, social, affectif, organique, mais comment notre identité, le fait d'être un individu, un particulier, un être fini, comment le sommes-nous? Comment le sommes-nous devenus? Car ce qui est bien en question dans cette interrogation, c'est l'origine du fini, l'origine de l'individuation, de la particularisation ou l'origine de la passivité. Comment, pour le dire très directement, le moi fini est-il apparu? Comment pouvons-nous espérer, l'ambition est peut-être démesurée, nous le saurons un peu plus tard, en penser l'origine? D'où vient donc qu'il y ait du fini? Nous le comprenons, et c'est là la spécificité de l'idéalisme. Cela consiste à ne pas penser le fini ni comme originaire, ni à le penser à partir de lui-même. C'est-à-dire en opérant quelque chose comme une inversion, une subversion, à penser le fini à partir de l'infini, c'est-à-dire de la puissance immense et intense du désir. Penser la passivité à partir d'une activité originaire première. Mais ceci revient à dire, puisqu'il s'agit de notre identité, ou plus exactement d'une seconde identité, une identité que je dirais parfois dérivée. Et cela revient à demander comment nous ne sommes pas simplement l'infini, mais comment nous sommes également le fini. D'un mot, nous penser à partir de notre identité originaire. Nous sommes avant de nous faire fini. Nous sommes avant de nous produire, idem est, de nous désirer un particulier. La totalité ou l'esprit, le pensée pur que je viens d'évoquer, ne nous est pas extérieur. Nous le sommes originairement. Il peut y avoir une difficulté dans le discours actuel, c'est qu'il y a une double désignation du nous. Nous renvoie par moment et selon les conditions et les circonstances au moi fini. Nous, moi qui parle. Mais nous est également plus vaste que ce moi fini et il désigne également l'identification originaire comme l'esprit. Nous sommes à la fois, quelle est la compatibilité, quelle est la relation, j'y reviendrai. Nous sommes à la fois infini et fini, esprit ou pensée pure et représentation. Et donc du coup, la difficulté vient de ce que le terme de nous peut désigner ou valoir dans trois perspectives, comme moi fini, nous qui parlons là maintenant, écoutons, nous comme esprit et nous comme ensemble, la totalisation de ces deux moi. Donc il faut être vigilant et ce n'est peut-être pas très simple. Notre véritable identité, la première, est le pensée pure. Nous sommes nous-mêmes avant de différer de nous. Différer de nous, c'est-à-dire nous produire et nous faire un moi fini. Ou encore, avant que le désir ne s'exerce également comme désir de particularité. Alors, toute la question est de savoir de quoi y a-t-il, je dis de quoi pour ne pas dire encore de qui, de quoi y a-t-il désir dans et par la production du moi fini? Eh bien,
le premier aspect, il va y avoir deux aspects. Le premier est à la fois paradoxal et difficile, car il faut répondre immédiatement que le premier désir, ici, dans le surgissement du fini, c'est bien celui d'être autre, de différer que tout, de ne pas être seulement, exclusivement ou simplement totalité ou pensée pure. Comme si le désir ne se réduisait pas, et très paradoxalement, comme si le désir ne se satisfaisait pas de sa propre plénitude, de sa propre satisfaction. Et donc du coup, mais ce point est difficile, nous y reviendrons, et donc du coup, le désir euh, par lequel le fini apparaît, le désir par lequel nous sommes, par lequel nous advenons, c'est un désir d'être et de faire l'expérience de la déficience, de l'extériorité, de la particularité, du monde, de l'existence, ou même de l'incarnation, qui est elle-même la particularisation spatialisante, c'est-à-dire de tout ce qui advient dans mon existence particulière. Il y a donc à notre origine, ce par quoi nous advenons comme moi fini, par quoi nous sommes, il y a un désir d'exister. Il serait encore plus simple que je dise qu'il y a un désir d'être homme. Nous voulons humain et nous nous produisons humains. Il est vrai que le plus difficile sera de comprendre, je le redis puisque je l'avais déjà évoqué, d'où vient qu'un tel désir apparaisse. Nous avons l'habitude de penser que le désir est toujours désir de quelque chose de positif et de quelque chose qui soit antérieur à lui. Or là, ici, il s'agit du désir de la déficience, de la restriction, et cette déficience et cette restriction n'advient que parce qu'elle est désirée. Du coup, la question la plus délicate est pourquoi l'est-elle? Pourquoi désirons-nous nous faire, à proprement parler, humains? Je n'insiste pas sur la description du moi fini. Il s'agit bien, en effet, quand je dis humain, d'être un particulier, c'est-à-dire celui qui n'est pas adéquat à la totalité. Particulier signifie restriction, signifie déficience, signifie négation. Mais également, notre expérience en tant que moi fini, c'est celle de la pensée sur le mode que j'évoquais tout à l'heure, de la conscience, de la représentation, l'inadéquation du penser et de l'être. Ce que nous pensons n'est pas par là même que nous le pensons, l'être diffère de l'intelligibilité et de la pensée. Et donc du coup, nous sommes ici dans le fini, notre expérience, nous sommes dans toutes les modalités de l'extériorité. Comment ceci peut-il être désiré? Comment ceci peut-il être l'effet, l'objet et l'effet, l'objet produit et l'effet d'un désir? La question de cette origine est difficile, mais ce n'est que par sa formulation et ce n'est que par la représentation de ce processus qui nous produit que nous pouvons, me semble-t-il, comprendre le moi fini et non plus le rencontrer ou subir comme ce qui serait là, toujours déjà là, ce qui serait passivement donné, ce qui serait là comme une nature. Ce que l'on peut dire ainsi dans cette perspective d'un idéalisme conséquent, c'est que le moi fini n'est pas premier, qu'il n'est pas notre première identité, qu'il n'est pas par là même ce à quoi nous, qui, nous réduisons. Si le moi fini est effectivement advenu, alors nous sommes bien doubles. Mais reconnaître que nous sommes doubles, que nous avons deux identifications ontologiquement très distinctes, c'est par là même reconnaître que le moi fini ne nous sature pas, si je puis dire, ne nous constitue pas en totalité, qu'il n'est qu'une de nos deux identités. Nous pouvons par là même cesser de croire à lui comme notre seule identité. Cela
bouleverse, si je puis dire, notre rapport au moi fini. Dire qu'il est advenu, dire qu'il est l'effet du désir, c'est reconnaître, et en effet c'est un très grand changement, que être soi-même en tant que fini, c'est être le résultat d'un désir. C'est ce désir, c'est ce désirer fini. Qui désire ainsi? Pas moi en tant que fini qui me désirerait fini, mais nous, avant nous, nous comme non encore, nous comme non encore finis. Du coup, il y a bien un extrême paradoxe à se reconnaître effet du, effet du désir. Qui suis-je? Qui suis-je? Eh bien, je suis celui que j'ai voulu être. Non pas à nouveau dans les déterminations organiques, psychiques, psychologiques, sociales, mais en tant que fini, je suis l'effet d'une identification désirée. Cette expérience de soi comme fini ne serait pas si elle n'était pas désirée. Et donc, elle est strictement relative au désir. Une de nos premières interrogations d'aujourd'hui, c'était nous sommes finis. Mais nous comprenons maintenant que après ce parcours, nous ne le sommes plus de la manière aussi évidente et dogmatique et d'opinion que nous l'avions cru en commençant. Nous le sommes, mais nous le sommes relativement. Nous le sommes, mais nous le sommes qu'en tant qu'effet du désir. Nous ne le sommes peut-être pas véritablement, ni essentiellement, ni surtout inéluctablement. Et donc nous pouvons avancer en nous interrogeant ou en élucidant maintenant plus directement la vérité de l'expérience finie, la vérité de notre expérience. Et c'est ce changement de compréhension, ou cet accès à la vérité, que produit la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie ici? Eh bien, c'est une mutation radicale quant à l'interprétation de l'existence. Non pas ce qui se passe dans l'existence, ce qu'il faudrait faire pour n'exister authentique, juste, libre, pour déterminer comment exister, ou non. La philosophie est idéaliste, propose une toute autre compréhension de l'exister, c'est-à-dire passe de sa réceptivité, si je puis dire, ou d'une relation passive à son égard, à l'affirmation que l'exister n'est qu'un effet désiré. Le fini n'est plus, le moi fini n'est plus notre seule, notre exclusive ou notre véritable identité. Par là même, nous ne sommes plus inéluctablement collés, identifiés, enfermés à lui. Ce que fait la philosophie, dans cette première réflexion par le processus généalogique, c'est une première déprise, une première désidentification, une strictement une restitution de ce qui nous, en tant que fini, précède. La philosophie propose quelque chose comme notre, au sens strict, archéologie, la restitution et la réflexion du principe, le savoir de ce qui précède notre installation dans l'évidence native, spontanée de l'expérience. Et par là même, cette évidence native et spontanée, le monde où l'existait, ne peut plus être tenue, crue, reçue comme l'originaire. Qui sommes-nous? Bien plus vaste que ce dont nous avons l'expérience, bien plus vaste que ce que nous croyons être. Nous sommes de fait finis, mais pas seulement finis. Nous savons, en tout cas, nous représentons tout ce qui, en nous, précède l'advenu du fini. Nous sommes un processus, ce processus que seule la réflexivité nous restitue.
Et cette ampleur, ou le savoir, ou la représentation de cette ampleur, est initialement libératrice. Nous nous décollons ou détachons de l'évidence du fini. Cette archéologie produit une réelle déprise. Nous ne sommes plus enfermés dans une identité dite, prétendument dite, naturelle. Nous ne sommes plus enfermés dans une essence. Il y a l'immensité en nous prévenante. Et cette immensité, c'est comme si elle protestait, sur le mode de la représentation, contre la clôture du fini. Qu'obtenons-nous ainsi pour presque conclure? Eh bien, nous obtenons que le désir de l'infini ou de l'immensité, c'est-à-dire le désir de notre identification originaire, est légitime. Il n'est pas un désir vain, vide, absurde ou dangereux. Nous pouvons légitimement désirer le tout. Nous pouvons légitimement aspirer à nous délivrer du fini. Nous pouvons désirer cesser d'être fini. Et il faudrait dire, bien que de cela nous n'ayons pas conscience ou que cela se produise dans l'implicite, nous pourrions cesser de désirer être fini. Autrement dit, si nous cessions de désirer être fini, alors en cette condition et en ces modalités, effectivement, nous ne le serions plus. En effet, il est vrai que d'un point de vue aristotélicien ou hegelien, ne plus vouloir être fini, si on identifie l'être à cela, c'est une suppression ou c'est une disparition. Du point de vue idéaliste, ne plus vouloir être fini, c'est précisément la condition pour une restitution ou quelque chose comme un retour, je mets retour entre guillemets, à notre identité originaire. Il y a en nous l'immensité prévenante, il y a en nous l'exercice puissant du désir, il y a en nous le penser pur. Par là même, il y a en nous l'autre élément qui rend légitime le refus du fini, il y a le pouvoir de ce refus précisément, le pouvoir de l'abandon du fini. Le néant en nous sur le mode du désir du libre, une puissance identifiante à l'infini qui, ne symbolisant pas, peut réapparaître en nous comme puissance désidentifiante. C'est-à-dire qu'il nous déprend comme au sens de la prise dans l'adhésif ou dans le naturel. Pouvoir désirer le libre, au sens platonicien de l'au-delà de l'être, c'est précisément pouvoir protester et refuser contre toute limitation que le désir produit comme son exercice dérivé et secondaire. Il n'y a pas de limite en soi, nous l'avons maintenant compris. Et pour conclure, pour renvoyer à notre prochaine séance, qui, je le redoute un peu, se déroulera encore à distance, par l'interposition de cet écran, machine, image. À quelle éthique l'idéalisme conduit-il? Quelle est l'éthique de la priorité radicale du désir? Quelle est l'éthique? Que devient l'éthique quand elle ne fait plus dépendre le désir de l'être? À ce moment-là, l'interrogation sera, c'est un envoi pour notre dernière séance, sera quel est le rapport juste au fini? Quel est le rapport juste au moi fini? Et qui véritablement qui s'y rapporte? Que nous fait en tant que moi fini le désir du bien? Cela s'esquisse et cela sera dans la continuité. Le désir du bien s'exercera comme départicularisant, définitisant, comme refus de l'installation et de la complaisance dans le fini, comme abandon de la croyance même à la réalité du fini. D'un mot, le désir du bien produira un effet
principiellement et radicalement, puisque rien ne peut l'entraver, désappropriatif. Mais seul le désappropriatif est effectivement libérateur. Sur ces mots, je termine pour aujourd'hui et je vous remercie très vivement de m'avoir écouté. Je vous souhaite de bien vous porter dans les jours et semaines qui viennent et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine et dernière séance.